bien Zalewski Sicard, maître de conférence à Toulouse, qui va évoquer avec nous un sujet qui sera aussi un sujet d'avenir, alors qui sera certainement un sujet d'avenir que la surélévation, puisque M. Perrinet-Marquet nous a fait remarquer que en tout et pour tout, on ne pourra pas en faire tant que ça des surélévations. Et en plus, il est vrai que les problèmes techniques sont assez complexes quand on fait une surélévation. Il faut que ça vaille vraiment le coût COUT, et donc un prix de vente important après. Donc, en revanche, la préfabrication, la construction hors site, la construction au bois, d'ailleurs la photo qui est en filigrane de ces slides, c'est une photo que j'ai prise moi-même d'une construction entièrement en bois, un immeuble construit par Léon Gross en tant qu'entreprise générale. Et construction en bois, ça se voit pas du tout, mais les panneaux arrivent comme des panneaux de Lego et sont vissés sur place, des chantiers très propres, sans bruit. Mais ce n'est pas du tout en béton. Donc, est-ce que ceci a une influence sur les réflexions sur la VFA ? Je vous remercie. On peut faire un lien tout de même entre la préfabrication et la surélévation. On pourrait avoir une surélévation avec des éléments préfabriqués. Alors, la préfabrication est un procédé ancien répondant à des attentes présentes. Donc un procédé ancien, puisqu'on le voit apparaître la préfabrication dès le XVIIIe siècle aux États-Unis, ensuite en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il va s'agir de reconstruire, puisqu'il y a eu plus de 500 000 logements qui ont été détruits, plus de 2 millions endommagés. Et donc, l'avantage de la préfabrication, c'est de permettre de reconstruire rapidement. Et par conséquent, les ministères en place, à ce moment-là, vont créer différents concours pour encourager la préfabrication. Donc, la préfabrication apparaît comme un élément important de cette reconstruction puisqu'on va pouvoir aller vite. Alors, cette rapidité de mise en œuvre constitue toujours aujourd'hui une des raisons justifiant le recours au préfabriqué, puisque ça va permettre de livrer en 6 mois un bâtiment qui va être immédiatement exploitable. Alors, cette raison n'est plus aujourd'hui la seule. En effet, les enjeux actuels conduisent à privilégier la préfabrication. En effet, il faut être économe en énergie, économe en ressources, construire des bâtiments réversibles et faire en sorte que leur démolition puisse être évitée. Et à cet égard, le préfabriqué présente des avantages par rapport à la construction par voie humide. Il va ainsi notamment pouvoir être réalisé des fondations qui vont être moins conséquentes que pour une construction par voie humide. Il va être également possible d'adapter les éléments préfabriqués et ainsi passer de modules qui ont été conçus pour des petits logements, et bien de les ouvrir et permettre ainsi de créer des espaces plus importants. Donc on a cette réversibilité, cette adaptabilité du préfabriqué qui apparaît aujourd'hui intéressant au regard des attentes actuelles. Alors, compte tenu des avantages de la préfabrication, cette dernière a à nouveau, puisqu'il y avait déjà de la réglementation antérieurement, a à nouveau retenu l'attention du législateur qui a souhaité la définir et adapter le CCMI, créant ainsi le droit très spécial du CCMI de la maison préfabriquée avec la loi Elan de 2018. Alors, s'agissant tout d'abord de la définition de la préfabrication, elle se trouve au 15 de l'article L111-1 du Code de la construction et de l'habitation, et on l'a défini comme correspondant à la conception et à la réalisation d'un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert du bâtiment, et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers qui sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier et qui sont assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier. Au-delà de cette définition, donc, on retrouve à l'article L111-1 du CCH, c'est également dans le CCMI qui a fait l'objet d'adaptation avec donc l'adaptation des règles du CCMI à la préfabrication.
Ces précisions ont été apportées par l'ordonnance du 30 avril 2019, donc intitulée relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans dans le cadre de la préfabrication. Alors, ce qu'il est intéressant de relever relativement à cette ordonnance, c'est les raisons qui ont justifié cette adaptation des règles du CCMI. Et lorsque l'on regarde le rapport au président de la République relativement à cette ordonnance, il est précisé notamment que l'échéancier du paiement qui a été conçu à l'origine pour une construction progressive sur le chantier n'est pas adapté à la préfabrication, mettant ainsi en difficulté la trésorerie des constructeurs de maisons préfabriquées. Donc, la préfabrication nécessite en effet de la part du constructeur une avance de trésorerie importante au moment de la réalisation en usine des éléments préfabriqués, soit bien avant la mise en place de ces éléments sur site, sans pour autant que soit associé un appel de fonds prévu par le contrat. Alors, ce constat qui a été fait pour le CCMI n'a par contre pas été effectué pour la vente en l'état futur d'achèvement, ce qui apparaît étonnant puisqu'on sait que ces contrats de construction ont tous été conçus avec le même point de départ, à savoir une construction qui va être réalisée progressivement sur site avec des appels de fonds qui vont se faire au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc les difficultés qui sont mises en avant pour la maison individuelle auraient dû également être prises en considération pour la VFA. Ça n'a pas été fait. Alors, est-ce que cela signifie qu'une adaptation n'est pas nécessaire et que les textes en vigueur vont s'appliquer sans difficulté aucune, au moins économique, aux bâtiments collectifs et aux maisons individuelles préfabriquées vendues dans le cadre de vente en l'état futur d'achèvement? Alors, le doute est permis, notamment au regard de la grille des paiements applicables et au fait que la VFA a également été conçue pour des travaux réalisés chronologiquement et sur site, ce qui me conduit à effectuer des propositions qui pourront s'inspirer ou non des adaptations mises en place pour le CCMI avec fourniture du plan. Alors, pour ce faire, je vais distinguer deux étapes, la conclusion du contrat et l'exécution du contrat. S'agissant tout d'abord de la conclusion donc d'une VFA d'un bâtiment préfabriqué. Alors, la création de dispositions spécifiques pour la VFA d'un bâtiment préfabriqué nécessite d'en déterminer le contour, à l'instar de ce qui a été réalisé pour la vente d'immeubles à rénover, ou bien encore pour la VFA avec travaux réservés. Une fois ce contour ainsi précisé, il conviendra de déterminer comment le contenu du contrat de VFA pourrait être adapté pour la préfabrication. Alors, s'agissant tout d'abord du champ d'application de cette VFA d'un bâtiment préfabriqué. Alors, les règles relatives à la VFA actuellement ne font aucune distinction entre les différents modes de construction. Ainsi, lorsque sont vendus des bâtiments préfabriqués en état futur d'achèvement, les règles applicables sont les mêmes que lorsque sont vendus des bâtiments construits différemment. Alors, remarquons déjà que dans le secteur libre, les parties peuvent tout à fait organiser, comme elles le veulent, ces règles qui vont recevoir application pour la vente d'un bâtiment préfabriqué. Donc, c'est la liberté contractuelle qu'invoquait tout à l'heure Gwenaël, et donc avec la possibilité d'aménager cette grille des paiements, puisqu'elles ne sont pas tenues de respecter celles prévues par l'article R261-14. Alors, au-delà de cette question de ce qui peut être fait dans le secteur libre, bien sûr, il va falloir déterminer si on est en secteur libre ou en secteur protégé. À cet égard, donc, il va falloir prendre en compte l'article L261-10, donc qui précise que le secteur protégé correspond aux immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Donc là aussi, on peut retrouver quelques difficultés, mais sur lesquelles je n'insiste pas, avec notamment ce qui concerne les résidences étudiants, les résidences de tourisme ou encore les résidences seniors. Et comme l'a dit Gwenaël tout à l'heure, eh bien, on a un arrêt de la 3e chambre civile du 23 mai 2019 qui vient préciser, à mon sens, que ce sont les éléments objectifs qui doivent l'emporter sur l'outil qui va être ensuite utilisé pour exploiter ces bâtiments, donc à savoir, même si l'exploitation se fait via la conclusion de baux commerciaux,
peu importe, on sera en secteur protégé dès lors que les appartements qui sont cédés sont équipés comme des appartements à usage d'habitation. Donc une fois que l'on a déterminé si on était en secteur libre ou en secteur protégé, donc lorsqu'on rentre dans le secteur protégé où il n'y a plus donc une totale liberté contractuelle, quelle va être la délimitation de ces règles spécifiques à une VFA d'un bâtiment préfabriqué? Alors on peut aller voir du côté du champ d'application de ce droit très spécial du CCMI d'une maison préfabriquée, ce qui a été prévu par le législateur. Alors le législateur, il indique donc à l'article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation que ces règles spécifiques sont applicables lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués, donc dans les conditions définies à l'article L111-1. Alors de cette précision, on peut en déduire que si le constructeur fait appel à un tiers pour la fabrication des éléments préfabriqués, eh bien il ne pourra pas bénéficier, il ne pourra pas invoquer et il n'aura pas à respecter les règles spécifiques de ce droit très spécial du CCMI. Donc est-ce qu'il faut, si on crée ces règles spécifiques de la VFA d'un bâtiment préfabriqué, retenir la même restriction, à savoir imposer que le vendeur réalise lui-même les éléments préfabriqués? Alors, pour ma part, et dans un souci de coordination entre les dispositions qui sont relatives au CCMI et celles qui seraient relatives donc à une VFA d'un bâtiment préfabriqué, je serais favorable également pour reproduire cette exigence donc d'un vendeur qui fabrique lui-même les éléments préfabriqués pour que ces règles spécifiques puissent recevoir application. Au-delà de ce point, une des difficultés qui est posée avec l'article L231-2 est de savoir si cette maison qui est ainsi construite doit être entièrement préfabriquée, auquel cas on va appliquer toutes ces règles spécifiques, ou s'il est possible qu'elle ne soit qu'en partie préfabriquée et les règles seraient à nouveau applicables. Alors si on regarde les dispositions en vigueur, donc l'article L231-2, l'article R231-3-1 et R231-7-1, il n'y a pas de réponse à cette question. Si on examine un peu les travaux préparatoires, il semble tout de même que ce droit très spécial du CCMI ne recevrait application que si la maison est entièrement préfabriquée. Alors, à nouveau, même question, si on instaurait cette VFA d'un bâtiment préfabriqué, est-ce qu'il faut retenir que le bâtiment doit être entièrement préfabriqué pour que ces règles spécifiques reçoivent application, ou est-ce qu'on pourrait fixer un seuil? Alors, cette fois-ci, je m'éloigne un peu de ce qui n'est pas entièrement précisé d'ailleurs pour le CCMI. Peut-être que l'on pourrait partir sur un certain seuil, un pourcentage d'éléments préfabriqués pour que ces règles spécifiques, qui n'existent pas encore, mais que je vais préciser tout à l'heure, pour que ces règles spécifiques puissent recevoir application. Donc cela permettrait, donc si on prend en compte un pourcentage de préfabrication, cela permet de prendre en compte non seulement les éléments du gros œuvre, mais également ceux du second œuvre. Alors, on peut remarquer par ailleurs que prendre en compte un pourcentage pour déterminer un champ d'application d'un contrat, ce n'est pas une nouveauté puisque c'est déjà fait pour déterminer le champ d'application de la vente d'immeubles à rénover avec l'article R262-1 du CCH qui va déterminer, pour telle importance pour le gros œuvre, telle importance pour le second œuvre, et si tous ces éléments sont repris à tel pourcentage, alors on sort de la VIR et on va vers la VFA, et si on est en dessous, on reste dans le champ d'application de la vente d'immeubles à rénover. Donc, on pourrait tout à fait raisonner de la même façon pour fixer ce champ d'application, avec un seuil qui serait au minimum de 50%, tout en pouvant être fixé à un niveau supérieur après arbitrage entre les différents acteurs concernés. Donc ce champ d'application étant ainsi précisé, il reste à déterminer quel serait alors le contenu spécifique de cette VFA d'un bâtiment préfabriqué.
Alors, s'agissant de ce contenu, bien entendu, il n'a pas à être entièrement spécifique. Ainsi, tous les éléments précisés par les articles L261-11 et R261-13 seraient présents également dans ce contrat. Alors, pour déterminer à nouveau les dispositions spécifiques de cette vente d'un bâtiment préfabriqué, on peut à nouveau revenir sur les dispositions relatives au CCMI d'une maison préfabriquée. Alors, l'article L231-2 vient préciser que le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments. Cette précision, on pourrait tout à fait l'ajouter dans les dispositions relatives à la vente en l'état futur d'achèvement, par exemple en ajoutant un petit f à l'article L261-11 qui viendrait préciser que lorsque le vendeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles l'acquéreur est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments. Au-delà de l'article L231-2, toujours dans les dispositions relatives au CCMI, il y a l'article R231-3-1 qui indique qu'il va falloir décrire avec les plans et leurs caractéristiques les éléments préfabriqués. Donc on pourrait tout à fait créer un article R261-13-4 qui reprendrait quasiment l'intégralité de ce que précise l'article R231-3-1 avec une adaptation à la VFA, bien entendu. Ce même article précise également qu'il va falloir permettre au maître de l'ouvrage de venir constater l'exécution de ces éléments préfabriqués. Alors, en permettant donc soit de lui faire constater sur le site de production, soit en lui transmettant des éléments permettant d'attester de la fabrication de ces éléments préfabriqués. Alors, pour une vente en l'état futur d'achèvement, je vois difficilement le vendeur faire venir sur site la totalité des acquéreurs et donc plutôt retenir une seule modalité, la transmission aux acquéreurs des éléments permettant d'attester de la fabrication des éléments préfabriqués, avec par exemple le recours à des code-barres qui seraient utilisés pour un unique programme, et c'est au regard de ces code-barres donc on pourrait identifier ces éléments préfabriqués. Alors, bien entendu, cette identification des éléments préfabriqués d'un programme immobilier n'a d'intérêt que s'il en résulte certaines conséquences. Celles-ci vont concerner essentiellement le transfert de propriété des éléments préfabriqués et le paiement du prix, ce qui conduit à envisager l'exécution du contrat. Alors, s'agissant de l'exécution d'une VFA d'un bâtiment préfabriqué, la VFA est définie par l'article L261-3 comme le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol, ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, et l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Alors, au regard de cette définition, et en prenant en compte l'identification des éléments préfabriqués, il pourrait être envisagé pour la VFA d'un bâtiment préfabriqué un aménagement tant du moment du transfert de propriété que de la grille des paiements de l'article R261-14. Par ailleurs, si cet aménagement avait lieu, il faudrait également vérifier si de tels aménagements seraient nécessaires pour les garanties d'achèvement ou de remboursement. Alors, tout d'abord, le transfert de propriété et le paiement du prix. Alors, l'article L261-3 du Code de la construction et de l'habitation précise que si l'acquéreur devient titulaire des droits sur le sol dès la vente, les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. Qu'en serait-il pour les éléments préfabriqués, identifiés, non encore posés sur le chantier et donc toujours présents sur leur lieu de fabrication ? Alors,
sur ce point, dans les dispositions relatives au CCMI d'une maison préfabriquée, cette fois-ci c'est assez simple puisqu'il n'y a pas eu de réponse apportée ou de précision apportée sur le moment de ce transfert de propriété. Et par conséquent, le transfert intervient par voie d'accession au moment de la pose et de l'assemblage sur le terrain du maître de l'ouvrage. Pour la VFA, il me semble qu'au regard de ce que précise l'article L261-3, cela ne serait pas dénaturer la VFA que d'admettre un transfert de propriété des éléments préfabriqués dès que ceux-ci ont fait l'objet d'une identification par le vendeur et donc avant même qu'ils ne soient installés sur le chantier. Bien entendu, l'admission d'un tel transfert de propriété des éléments préfabriqués, donc dès leur identification, ne présente d'intérêt que si dans le même temps, la grille des paiements de l'article R261-14 est adaptée pour la VFA d'un bâtiment préfabriqué. Alors, à nouveau, je me tourne vers les textes relatifs au CCMI. Pour le CCMI, il y a eu une adaptation de la grille des paiements avec la création d'un article R231-7-1, donc où l'on a augmenté ce qui peut être exigé au moment de l'ouverture du chantier, et puis ensuite en créant un seuil spécifique à l'achèvement des éléments préfabriqués. Alors, on peut s'inspirer de cette grille des paiements pour la VFA d'un bâtiment préfabriqué et il pourrait être envisagé de créer un article R261-14-1 et ce dernier préciserait que les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total 35% du prix à l'achèvement des fondations, 50% à l'achèvement des éléments préfabriqués après information des acquéreurs relativement à leur identification, 75% à l'achèvement sur le chantier des cloisons et à la mise hors d'eau et la mise hors d'air, et 95% à l'achèvement de l'immeuble et le solde, même chose que pour l'article R261-14. Alors, c'est la première possibilité, la première source d'inspiration. Deuxième source d'inspiration, on peut aller la chercher du côté de la vente d'immeubles à rénover, à l'article R262-10, et vous savez que ce texte précise que le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat. Il ajoute que la somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder 50% à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, 95% à l'achèvement de l'ensemble des travaux, et le solde est payé à la livraison. Donc une telle grille des paiements pourrait, à mon sens, parfaitement être prévue pour la VFA sans qu'il y ait alors lieu de distinguer, suivant que la VFA est relative ou non à un bâtiment préfabriqué, du moins si l'on admet que par travaux, on vise non seulement les travaux réalisés sur site, mais aussi ceux conduisant à la réalisation des éléments préfabriqués. Cela permettrait en outre de mettre un terme à la discussion, de savoir s'il est possible d'exiger dès la conclusion du contrat, alors même que les travaux n'ont pas commencé, de l'acquéreur le versement d'une fraction du prix. Quant à la grille actuelle des paiements, donc celle prévue par l'article R261-14, elle peut parfois poser quelques difficultés d'application, notamment pour déterminer le moment où la mise hors d'eau peut être considérée comme atteinte, sachant qu'en tout état de cause, elle n'autorise aucun versement du seul fait de l'achèvement des éléments préfabriqués. On va prendre l'exemple d'un bâtiment collectif composé de plusieurs modules qui sortent d'usine en étant entièrement équipés. Une fois réalisés, il ne reste plus qu'à les transporter sur place, à les raccorder entre eux et aux différents réseaux et à réaliser le bardage. Donc, dans une telle situation, il ne fait pas de doute que le vendeur ne peut réclamer aucune somme en raison de l'achèvement des modules tant que ceux-ci n'ont pas été posés sur le terrain du programme. Une fois les modules positionnés, il restera à déterminer si l'entier bâtiment est hors d'eau et non pas seulement les modules. En effet, cette appréciation doit être effectuée au niveau non pas seulement des parties d'immeubles vendues, mais de l'immeuble en son entier, à savoir donc le bâtiment collectif. Comme l'écrivait le professeur Dago, il s'agit ici de mettre en avant la notion d'unité du programme ou d'intérêt général du programme, dès lors que l'intérêt de chaque acquéreur individuellement pris
suppose que le programme dans son ensemble connaisse une fin heureuse. Et c'est pour cette raison, notamment, que la Cour de cassation a retenu qu'un immeuble n'était pas achevé au sens de l'article R261-1 lorsque des rampes d'accès aux parties communes n'étaient pas achevées, alors même que les lots vendus étaient pour leur part en état d'être livrés. Quant à la notion du hors d'eau, il peut être rappelé que cet état de l'immeuble a été visé comme condition pour avoir recours à l'une des garanties intrinsèques prévues à l'article R261-18 du CCH, et pour celle-ci, il était retenu que l'immeuble hors d'eau, entendu comme le bâtiment dans lequel se trouve le lot vendu, est celui dont la toiture a été posée ou dont les terrasses sont exécutées, ainsi que leur étanchéité. Donc l'étanchéité des terrasses, ici, on ne parle pas d'autre chose. Et donc c'est ce qu'avait retenu la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la 3e chambre civile du 11 mars 2014. Alors, voilà pour cet aménagement. Quelles en seraient les conséquences pour les garants d'achèvement ou de remboursement? Donc, on permettrait aux vendeurs d'exiger un paiement des éléments préfabriqués une fois identifiés, mais avant qu'ils ne soient installés sur le chantier. Alors, si on part sur la garantie de remboursement, donc celle par laquelle le garant s'oblige envers l'acquéreur solidairement avec le vendeur à rembourser les versements effectués par l'acquéreur en cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, il est certain que les paiements vont intervenir plus rapidement et que par conséquent le risque est accru pour le garant par rapport à la mise en œuvre actuelle de la grille des paiements. Pour la garantie d'achèvement, donc celle par laquelle le garant s'engage à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble en cas de défaillance financière du vendeur, il me semble que le risque n'est pas accru. En effet, en cas de défaillance financière du vendeur, après paiement des éléments préfabriqués identifiés, les 10 éléments pourront être exigés dès lors qu'ils n'appartiennent plus aux vendeurs, mais aux acquéreurs. Le garant n'aura donc pas à financer la fabrication de ceux-ci, mais uniquement leur pose et leur assemblage sur le terrain de l'opération. En conclusion, il me semble qu'avec assez peu d'aménagement, il serait possible d'encourager la préfabrication en adaptant la VFA à celle-ci. Je vous remercie. Je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire entre ce que vous entendez par la préfabrication d'un module complètement fini et la préfabrication dont je parlais au début en introduction, qui est la préfabrication hors site, mais d'éléments de construction. Et il y a plusieurs entreprises, enfin des promoteurs et des entreprises en France qui se sont lancés dans cette aventure, mais il y a un écart entre les deux sujets. On verra tout à l'heure s'il y a d'autres questions pour vous. Merci beaucoup pour cet exposé et puis pour le travail que vous avez fait, parce que là en fait le législateur n'a plus qu'à recopier quoi. Donc c'est clair. Le gouvernement, exactement, vous vendez ça au ministre. On n'en a pas. On n'en a pas. Pour l'instant il n'y en a pas. Parfois il vaut mieux ne pas en avoir, mais ça c'est un autre débat. Je me tourne maintenant vers pour notre dernier exposé, vers Charles Gisbert. Vous allez nous parler d'un sujet qui a été évoqué tout à l'heure. Je pense que vous avez changé toutes vos notes là, après la conversation que vous avez eue. Donc, ce garant d'achèvement. Alors moi, j'ai eu la chance de ne jamais avoir vécu dans une entreprise où le garant a été appelé, pour lequel le garant a été appelé. Donc, je suis parti du principe que les GFA ne servaient à rien puisque personne ne les appelait. Et d'ailleurs, quand j'étais promoteur, que je négociais avec les banquiers, je me disais, mais je m'en fous de ce que je négocie, puisque si on l'appelle, c'est que je suis plus là. Donc, c'était très facile pour moi. Maintenant, je pense que vous allez nous apprendre beaucoup de choses, Charles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rebondis tout de suite. Je m'intéresse au droit des sûretés par ailleurs. Et je dis toujours aux étudiants, une bonne sûreté, c'est celle qui ne sert pas. Et les Romains disaient, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc, quand on est armé avec un bazooka sur la tempe du débiteur,
et qu'on a tout vérifié en amont, en principe, si le montage est bien fait, la sûreté ne sert pas. Et, alors, les intérêts de ce sujet, parce qu'ils existent tout de même, et on a un interlocuteur dans la salle qui prouve que des GFA sont tout de même mis en œuvre dans ce pays, et surtout en ce moment. Les intérêts du sujet, j'en vois deux. D'abord, pour le comparatiste, il y en a peut-être dans la salle qui s'intéressent à ce qui se passe ailleurs qu'en France. Mabod, vous avez dit que les Chinois comprenaient pas la VFA parce qu'au fond, ils ont l'impression d'acheter à crédit, de faire crédit aux vendeurs. Alors, il y a un truc dans la loi de 67, on dit mais non, vous achetez pas à crédit. Vous devenez titulaire des droits réels, propriétaire à mesure que l'ouvrage est façonné. Bon, ça fait une belle jambe à celui qui n'a pas encore reçu la livraison de son bien, d'où peut-être la pratique que soulignait Gwenaëlle Durand-Pasquier, qu'on se fait rémunérer les appels de fonds parce qu'on se sent comme un bailleur de fonds finalement face au promoteur, davantage que comme quelqu'un qui achète quelque chose qui est en cours d'être édifié. Mais j'en viens à mon point, certains pays connaissent pas la VFA, certains pays connaissent la VFA mais connaissent pas la GFA. Alors je reviens du Vietnam, où l'ambassade de France a organisé un colloque sur une loi foncière et une réforme du droit immobilier. Et au Vietnam, il y a beaucoup de promotions immobilières, il y a beaucoup de VFA, il n'y a pas de GFA. Et il y a des scandales comme il pouvait exister dans notre pays avant la loi de 1967. Et du coup, on est venu avec le drapeau français en leur disant mais on va vous aider à mettre sur pied la GFA. Mais au fond, on dit souvent que la loi Spinetta, c'est une exception française, ce système d'assurance obligatoire. Je dis pas que la GFA, c'est une exception française, la GFA obligatoire, mais tout de même, ça nous singularise et ça signe, je trouve, notre tradition de protéger les accédants à la propriété. Donc un intérêt pour le comparatiste lié à ce sujet, un intérêt pour le praticien de droit immobilier, et la salle en est remplie, parce que la GFA, elle est aujourd'hui un des piliers, une des colonnes d'une opération de promotion immobilière, et elle a pris une importance colossale. Je suis très rapide ici parce que tout le monde connaît ça, mais au départ, tout de même, la GFA, c'était pas l'alpha et l'oméga de la promotion immobilière. Au départ, on disait que la GFA, c'était l'une des garanties que le promoteur doit procurer à l'acheteur dans le secteur protégé, à côté de la garantie intrinsèque, j'ose à peine l'appeler garantie, celle qui résultait, on parle au passé, je cite la loi, des conditions propres à l'opération. D'autre part, il y a, à côté de la garantie intrinsèque, il y a la garantie financière de remboursement, elle existe toujours. Donc au départ, la GFA, c'était une garantie parmi d'autres. Aujourd'hui, on sait que la GFA, elle truste le marché, elle a éclipsé toutes les autres garanties. Victoire par KO contre la garantie intrinsèque, puisque de toute façon, elle est interdite. C'était une non-garantie. Au fond, on en a terminé avec elle depuis l'ordonnance du 13 octobre 2013. Victoire assez écrasante par KO, je ne sais pas, mais contre la garantie financière de remboursement, alors j'ai téléphoné à pas mal de notaires avant de préparer cette intervention, mais on me dit qu'on la voit très peu dans les dossiers, peut-être parce que commercialement, elle est peu attractive, elle est peu optimiste, il manque un peu de souffle au moment où on signe une VFA et où on dit à l'acheteur, si ça se passe mal, on vous rendra votre argent. Il préfère entendre, si ça se passe mal, vous aurez votre immeuble coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Au garant, on va en parler bientôt. Et puis elle a un succès tel, cette GFA, qu'elle s'est même imposée dans le secteur libre. Alors elle s'est imposée parce que les praticiens y trouvent de l'intérêt, et finalement on la pratique couramment dans toutes sortes de VFA. Et est-ce que je suis outrancier en disant qu'aujourd'hui il n'y a pas de programme sans GFA, que c'est le passeport pour pouvoir faire un programme? C'est un sésame précieux, et c'est pas un sésame facile à obtenir, surtout en ce moment. D'abord parce que les garants, ils sont triés sur le volet par le législateur. L'article R261-17 nous dit que c'est forcément une banque, un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ou une société de caution mutuelle. Donc c'est un de ces quatre-là qui peut délivrer une garantie financière d'achèvement, et surtout parce que un de ces quatre-là, quand on lui présente un dossier, alors Christian Mouly, qui a fait sa thèse sur le cautionnement, avait une formule, il disait les marchands de cautionnement, il s'agit de ça, les marchands de cautionnement, ils regardent à deux fois avant de couvrir une opération, et surtout dans cette circonstance. Premièrement parce que, contrairement à celui qui a l'habitude de délivrer des GAPD, couvrir des sommes d'argent, ici, il y a un inconfort structurel dans la garantie dans la GFA, c'est qu'il n'y a pas de limite de montant. Alors, il n'y a pas de limite de montant, c'est quand même ce qu'on garantit, un achèvement, mais ça peut coûter plus cher que prévu. On ne peut pas caper le montant. Puis, il n'y a pas vraiment de limite de durée non plus, puisqu'on nous dit qu'on sera libéré le jour où l'achèvement sera enfin intervenu. Ça peut durer très longtemps. Donc, d'emblée, il y a un inconfort structurel à intégrer ça dans son bilan pour un établissement bancaire.
hypothécaire. Et puis, en toute hypothèse, ça c'est connu, une caution, mais c'est comme un banquier, ça ne garantit que les riches, ça ne prête qu'aux riches. Et au fond, le garant va regarder de manière très, très prudente le profil de celui qu'il s'agit de cautionner. Un collègue, Mathieu Poumaret, dans un article paru il y a quelque temps, a une très bonne formule. Il dit, au fond, la GFA, en matière de promotion immobilière, c'est les garants, en tout cas, les professionnels du métier, c'est l'autorité de contrôle prudentiel. C'est les gens qui vont surveiller les professionnels et qui vont dire toi tu as le droit de faire de la VFA, toi tu n'as pas le droit parce que je ne te garantis pas. Et alors il y a quand même une originalité, c'est qu'il n'y a pas de BCT en matière de GFA, il n'y a pas de bureau central de tarification. Si on vous dit non, il n'y aura pas de garantie, ben, il n'y aura pas de garantie. Vous n'allez pas voir le BCT en disant donnez-moi le prix et je vais contraindre un assureur à me couvrir. Ça n'existe pas. Alors j'appelais un courtier spécialisé dans le placement des garanties cette semaine pour me renseigner un peu sur l'état du marché, et elle me disait que toutes ces précautions, elles sont plus que jamais de mise en ce moment. Et alors elle notait, parce qu'elle a quand même une vision assez précise des tendances de marché, que là où le marché s'est raidi, là où vraiment les acteurs, les garants ont resserré les critères, ont durci les critères, c'est dans le secteur protégé, dans les VFA par lot. Où là, les garants sont extrêmement inquiets du point de savoir si les différents acheteurs seront financés ou pas. Le business model, on va dire, le bilan du promoteur inquiète plus particulièrement dans ce domaine, et certaines opérations restent à l'arrêt à cause de la frilosité des garants. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui ? Je vais parler des problèmes actuels que soulève la garantie financière d'achèvement, tels que j'évente ces problèmes, peut-être en abordant deux séries de questions. Les premières relatives aux conditions de mise en œuvre d'une GFA, et la deuxième série de questions à propos des effets de la garantie financière d'achèvement une fois qu'on l'a mise en œuvre. Et je vais uniquement parler ici de une GFA. Il en existe deux. C'est la GFA qui s'exprime sous la forme d'un cautionnement solidaire, et non pas la GFA qui s'exprime sous la forme d'une ouverture de crédit. Alors, en faisant un peu d'archéologie, on parlait des anniversaires de la loi de 67. Lors du 10e anniversaire de la loi de 1967, les orateurs disaient, semblaient dire que l'ouverture de crédit se pratiquait et faisait jeu égal avec le cautionnement solidaire. Aujourd'hui, renseignement pris, on voit plus beaucoup d'ouverture de crédit. Il y a une grande différence. L'ouverture de crédit, c'est une promesse de prêt. Une promesse de prêt, alors que peut actionner l'acquéreur, mais que peut aussi actionner le promoteur. Ça peut ne pas séduire un banquier de faire une promesse de prêt à un débiteur qui est exsangue, qui a plus de sous et qui pourra tirer sur une ouverture de crédit. C'est vrai qu'on comprend la réticence des acteurs en la matière. Alors donc, parlons uniquement du cautionnement solidaire, et je commence par le premier point, les conditions de mise en jeu de la GFA. Je vais traiter le sujet en deux temps. On va regarder les conditions légales et jurisprudentielle, c'est-à-dire même si on n'écrit rien dans la garantie financière d'achèvement, même si on n'écrit rien dans le contrat, à quelles conditions la loi et la jurisprudence subordonnent la possibilité d'appeler cette GFA. Puis dans un deuxième temps, on se demandera, est-ce que le garant peut ajouter des conditions pour son appel en garantie ? Est-ce qu'il peut poser des exigences particulières ? Est-ce qu'il peut valablement travailler comme ça ? Je commence par les conditions légales et jurisprudentielles. Il y en a trois, 2 conditions légales, une condition posée par la jurisprudence. 2 conditions légales. La première, c'est, et là il faut rendre hommage à un groupe de travail piloté par Monsieur Berly sous l'égide de la Fédération bancaire française. Depuis la loi Elan qui a repris les propositions de ce groupe de travail, on sait quel est l'événement qui permet de déclencher la GFA. Cet événement, il est défini comme, c'est l'article L261-10-1, comme la défaillance financière du promoteur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Donc, il en est fini, mais on le savait déjà plus ou moins en jurisprudence avant la loi Elan, mais désormais on en est certain. Tout arrêt de chantier, tout arrêt des travaux n'est pas un motif légitime pour déclencher la GFA. Il peut y avoir 1001 raisons qui font que les travaux patinent, une grève, des intempéries, une épidémie mondiale comme le Covid, la survenance d'un désordre, un problème technique, administratif, que sais-je. Ça suffit pas pour déclencher la GFA. Pour la déclencher, il faut montrer que le promoteur n'a pas les reins
solide, assez solide désormais, financièrement, pour assumer les engagements nécessaires à la bonne fin de l'opération. Alors j'ai 2 remarques là-dessus, je ne vais pas être très long sur cette première condition. Première remarque, mes coquetteries d'universitaires qui s'intéressent au droit des sûretés, on lit trop souvent dans les revues, dans les livres, que cette exigence d'une défaillance financière, c'est antinomique avec la définition légale de la GFA. On nous dit c'est un cautionnement solidaire. On dit mais comme il faut montrer la défaillance financière du débiteur, le promoteur, il n'y a plus de caractère solidaire. Mais ça veut pas dire la solidarité du cautionnement, ça ne veut pas dire que on n'a pas approuvé la défaillance du débiteur. La solidarité dans le cautionnement, quand je m'engage solidairement, ça veut dire que le créancier, le bénéficiaire du cautionnement, n'a pas à se casser les dents dans des poursuites vaines sur le patrimoine du débiteur. Mais même quand un cautionnement est solidaire, il faut prouver la défaillance. Donc il n'y a aucun caractère illogique là-dedans. C'est absolument rigoureux. Deuxième remarque, celle-ci pratique, la défaillance financière. Si on regarde le droit du cautionnement, si on appliquait le droit du cautionnement à la circonstance, la défaillance du débiteur principal, c'est une chose que doit prouver le bénéficiaire du cautionnement, que doit prouver donc ici l'acquéreur du programme. Et ici, mais je reprends les réflexions de Jean-Michel Berly, on peut difficilement demander à l'acquéreur d'apporter une telle preuve parce qu'il n'aura pas accès aux éléments comptables qui lui permettraient d'établir la défaillance financière du vendeur. Donc le point est encore en suspens en droit positif, mais il ne serait pas étonnant, et même les spécialistes du secteur l'indiquent, et ma discussion à la pause avec M. Ducatel qui a pris la parole tout à l'heure, mais je reparlerai de vous, parce que vous m'avez dit des choses très intéressantes, le confirme. Les garants semblent être sur cette idée, mais que la jurisprudence consacrerait volontiers, je pense, que lorsqu'on les appelle, l'acheteur les appelle, et il y a une sorte d'inversion de la charge de la preuve, c'est le garant qui, le cas échéant, dira il n'y a pas de défaillance financière. Il n'y a pas de défaillance financière. Mais le garant ne dira jamais, enfin semble-t-il, si j'ai bien compris, n'exigera jamais de l'acheteur, je n'interviens pas tant que vous ne m'avez pas prouvé noir sur blanc, avec un bilan promoteur à l'appui, qu'il y a une absence de fonds nécessaire pour... Enfin, vous avez compris le critère. La deuxième condition légale pour actionner la GFA, elle tient aux personnes habilitées à l'actionner. Là encore, la loi Elan a clarifié les choses, mais la jurisprudence était au fond déjà en ce ssk. On nous dit qu'il y a un bénéficiaire légalement de la GFA, c'est l'acheteur. Et donc, c'est pas tous ceux à qui le promoteur peut devoir de l'argent et qui aimeraient bien qui être aussi habilités à tirer sur cette GFA. Donc, c'est pas les entreprises de construction impayées, c'est pas l'architecte dont on règle pas les honoraires, c'est pas le preneur, on parlait du BFA, qui s'inquiète que les travaux n'avancent pas, c'est uniquement l'acheteur, c'est pas même le promoteur à la rigueur. Sauf quand on est sur une GFA ouverture de crédit, mais quand c'est un cautionnement solidaire, c'est uniquement l'acheteur. Alors, 3 remarques là-dessus. Uniquement l'acheteur. Est-ce que vraiment c'est uniquement l'acheteur ? Et s'il y a une cession de VFA ? Et si l'acheteur cède le contrat parce qu'il n'a plus envie d'habiter là, ou parce que c'est un marchand de biens qui a acheté en bloc un immeuble et qu'ensuite il vend à la découpe en cédant les contrats de VFA. Moi, j'ai peu de doutes sur le fait, et là j'applique le droit du cautionnement, que la garantie se transmet. La garantie se transmet puisque le changement du créancier est sans incidence sur le risque couvert par le garant. On n'est pas en train de changer le débiteur, on change le créancier. Alors, en me faisant communiquer des conventions de GFA, je constate que le point est traité le plus souvent dans les conventions, et on dit, alors on va pas jusqu'à dire le garant devra autoriser ce changement d'acquéreur, mais on lui dit dites-le nous au moins, notifiez-nous le fait que le bénéficiaire de la garantie a changé. Deuxième remarque, mais tiens, parce que je suis tombé sur un arrêt il y a quelques semaines de la Cour d'appel de Grenoble où il y avait une GFA, le promoteur avait accusé un retard colossal, et l'acheteur a demandé, alors c'était un bailleur social qui achetait 3 bâtiments, et l'acheteur était catastrophé de ce retard et finit par dire je veux plus acheter, je veux plus vous voir, je veux plus de ce programme, je demande la résolution. Et alors il y a rarement des clauses résolutoires qui privent le juge de son pouvoir d'appréciation dans les VFA en cas de retard. Donc on va faire jouer le droit commun de la résolution pour une exécution. Le droit commun de la résolution pour une exécution, ça implique une appréciation par le juge de la gravité du manquement. Et donc il y a toute une casuistique là-dessus. Le juge n'est pas lié par la demande en résolution, même si le manquement est avéré. Il n'est pas obligé de prononcer la résolution. Il peut accorder un délai au promoteur. Et là justement le promoteur essayait de se défendre en disant mais ça va mieux, ça va aller mieux, je vous promets. Il essayait de le prouver au juge et puis il dit en toute hypothèse vous n'êtes pas de bonne foi parce qu'il y a une GFA. Alors voilà mon point. Est-ce que le fait qu'il y ait une GFA
ça limite les actions de l'acheteur? Est-ce qu'au fond, il perdrait le droit de demander la résolution pour inexécution? La réponse est non. Dans cet arrêt, je crois qu'elle est très logique, cette réponse. Bon, elle est un peu curieuse, la réponse, puisque la Cour d'appel dit l'existence d'une garantie financière d'achèvement n'est pas exclusive des règles de droit commun sur la résolution pour une exécution, ça parfaitement carré. Puis un deuxième argument, on dit en toute hypothèse, le garant d'achèvement, alors je ne vais pas le citer, mais il est cité dans l'arrêt, n'avait pas les compétences techniques pour reprendre le chantier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va en reparler parce qu'il y a des professionnels pour reprendre le chantier. Donc très bizarre cet argument, mais le premier est tout à fait valable. Allez, troisième remarque sur le bénéficiaire, celui qui peut actionner la GFA, c'est l'acheteur. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre que l'acheteur parce qu'on aurait permis à quelqu'un d'autre que l'acheteur de l'actionner? Bien sûr, si on a étendu la possibilité d'appeler la GFA au profit d'une autre personne que l'acheteur, il n'y a pas de problème. Mabod Aguigui, on s'est appelé, me souffler un exemple, et j'en ai un autre en tête. L'exemple de Mabod, je ne déforme pas vos propos, il me cite le cas de l'aménageur qui, dans une ZAC, vend un terrain, et une fois n'est pas coutume, c'est une vente, normalement le contrepartie pour le vendeur c'est un prix, sauf que là, le vendeur, il exige que l'acheteur ait fait tels travaux, parce qu'il est intéressé, évidemment, dans tel délai, etc. Et le vendeur dira, moi, vous devez faire ces travaux dans tel délai, je mets une clause résolutoire, là pour le coup, si les travaux sont pas faits, et il dit, mais je veux bien renoncer à ma clause résolutoire si je bénéficie aussi de la possibilité d'appeler la GFA, au même titre que les acheteurs du programme, ceux qui ont traité avec le promoteur, pourquoi pas. Puis en écoutant avec Périnée Marquet, j'avais une autre idée, mais au fond, quand un syndicat des copropriétaires vend un droit de surélevé à un promoteur, le syndicat va difficilement se désintéresser de la suite des opérations. C'est pas juste une affaire entre le promoteur et les acquéreurs du programme en surélévation. Et donc, on en avait déjà parlé avec Olivier Berger, on pourrait tout à fait envisager que finalement, le syndicat des copropriétaires bénéficie lui aussi de la GFA, en se disant, mais finalement, si les acquéreurs du programme demandent tous la résolution de leur contrat parce que le promoteur est en grande difficulté, il n'y aura plus personne pour appeler la GFA, mais reconnaissons ce droit aussi au syndicat des copropriétaires parce qu'il ne veut pas que le chantier reste en l'état, ça serait une catastrophe pour lui. Voilà. Il y a une troisième condition prétorienne pour appeler la GFA. Il y a plusieurs arrêts en la matière. La Cour de cassation nous dit que le garant ne peut être appelé que s'il n'y a pas eu une péremption du permis de construire, même si le contrat n'en dit rien. D'ailleurs, on a des arrêts qui considèrent que le garant est libéré par la péremption du permis de construire. Je vous renvoie ici au Code de l'urbanisme, à l'article R424-17, qui nous dit dans quelles conditions un permis se périme. Alors les travaux pas entrepris dans les 3 ans à compter de la notification du permis ou passer ce délai des travaux interrompus pendant plus de 1 an. Et donc la Cour de cassation, elle est ferme, elle dit que si le permis est caduc, si j'ose dire, périmé, le garant est libéré. Alors un élément de réflexion théorique, c'est qu'on ne savait pas trop le justifier, ça on disait c'est le bon sens, de toute façon le garant il ne peut plus intervenir, c'est impossible, il n'y a plus de permis. Je me demande si le nouvel article 1186 du Code civil ne fournit pas un fondement textuel à cette solution. 1186 du Code civil, ça vous dit qu'un contrat est caduc s'il vient à disparaître un élément essentiel. J'ai l'impression que c'est exactement ça dont il est question ici. Alors tout de même, c'est très dangereux pour l'acheteur comme situation, parce que évidemment, peut-être par bonheur, il n'aura rien déboursé encore. Si les travaux n'ont pas commencé et qu'on applique cette position de prudence dans le secteur protégé qui consiste à dire pas d'appel de fonds s'il n'y a pas de béton, si j'ose dire. Mais si l'acheteur a au contraire déboursé des sommes, a commencé à avancer de l'argent, là c'est plus dangereux. En tout cas, si on n'a pas doublé la GFA d'une GFR, si j'ose dire. Donc la Cour de cassation vole au secours des acheteurs, c'était le point que je voulais signaler. Elle vole au secours des acheteurs en stigmatisant les garants ou les notaires à tour de rôle. En stigmatisant les garants, il y a un arrêt qui avait déplu à la profession des garants au milieu bancaire. C'est un arrêt publié du 26 novembre 2014, dans lequel la Cour de cassation retenait la faute et la responsabilité du garant pour n'avoir, je cite, entrepris aucune démarche pour tenter de mettre en œuvre la garantie d'échavement et avoir délibérément laissé périmer le permis de construire. Donc si le garant est au courant que tout va mal, alors que l'acheteur, lui, il n'a pas parfois les moyens de le savoir. D'ailleurs, contractuellement, dans la VFA, on lui interdit d'aller sur le chantier, donc on peut difficilement le blâmer d'être au courant du fait qu'il y a une interruption des travaux. Le garant, lui, il peut être sanctionné, et par le truchement
prendre la responsabilité, on peut retrouver sa garantie en quelque sorte. Quand ça fonctionne pas contre le garant, ça peut fonctionner contre le notaire. Il y a un arrêt récent du 8 juillet 2021 où il s'était passé une chose assez pas classique, mais en tout cas le notaire entre avril et mai reçoit des dizaines et des dizaines de VFA, et au mois de juin le permis est périmé, et le garant est actionné pour sa responsabilité. Le garant est blanchi puisqu'il dit qu'il n'avait pas connaissance de la situation financière obérée des sociétés du groupe de promotion. On l'avait berné, on lui avait remis des attestations d'achèvement qui étaient frauduleuses, etc. Donc lui, il était hors de cause, mais le notaire en revanche, il aurait dû s'inquiéter du fait que un mois seulement ou 2 mois seulement après la signature de la VFA, le permis était sur le point d'être périmé. Alors, on parle que de lui, mais Jean-Michel Berly, qui commentait cet arrêt, donnait ce conseil au notaire. Il disait, mais le notaire prudent, désormais, devra, dans l'acte de VFA, indiquer la date de démarrage des travaux, la durée de validité du permis de construire, les dispositions, un peu la notice, les dispositions que l'acheteur doit prendre s'il a envie de mettre en jeu la garantie financière d'achèvement, autrement dit recopier l'article L261-10-1 du Code de la construction et de l'habitation. J'en ai fini avec les conditions légales et jurisprudentielles. Un mot sur les conditions contractuelles. La question est simple, est-ce que le garant... Alors, précisons la question, parce que là, il peut y avoir une méprise. Il fait aucun doute que le garant, avant de délivrer sa garantie, il peut imposer toutes sortes d'exigences. C'est-à-dire que là, il est absolument libre, il va prendre un engagement très grave, il va cautionner la dette d'autrui. Donc là, il peut tout envisager, il peut tout exiger. Et alors, on en parlait avec Bérangère Joly avant de commencer cette journée. Ça peut être un taux de précommercialisation qui a atteint tel pourcentage. Ça peut être le fait que les candidats acheteurs ont déjà obtenu leur offre de crédit de la banque. Ça peut être le fait que la SCCV qui va faire le programme ait des fonds propres à tel niveau par rapport au budget total de l'opération. Ça peut être le fait... C'est Bérangère Joly qui m'en parlait, qu'on prouve au garant que l'homme de l'art qui va intervenir, qui fera les attestations, est bien indépendant, etc., etc. Donc là, toutes les intrusions sont possibles, toutes les indiscrétions sont permises au garant, puisque c'est de la pure négociation contractuelle avant qu'il s'engage. En revanche, et voilà mon sujet, une fois qu'il s'est engagé, est-ce qu'il peut dire « Attention, il y aura des causes de déchéance de ma garantie qui ne sont pas prévues par la loi ». C'est-à-dire que si certains événements surviennent, si certaines attitudes sont adoptées ou si certains comportements ne sont pas adoptés, alors vous oubliez mon engagement de garant. Alors, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il y a sur le plan de la méthode, il y a deux peut-être préventions que je signale d'emblée. La première, c'est que dans le secteur protégé, la GFA, c'est une garantie obligatoire. C'est une garantie obligatoire. Donc on est sur un domaine qui est pétri d'ordre public, et l'idée que le garant sollicité pour fournir une sûreté obligatoire puisse lui apposer des limites qui ne sont pas prévues par la loi, c'est pas absolument évident. Je vous donne un exemple, mais il y en a beaucoup dans ce domaine. Quand l'entrepreneur principal doit fournir un cautionnement au sous-traitant, ça c'est une obligation de la loi de 1975, à peine de nullité du contrat de sous-traitance. On a pas mal de banques qui étaient spécialisées dans le domaine et qui avaient essayé de limiter ou de créer des causes de déchéance. Un exemple dernier en date, comme la caution de l'entrepreneur à l'égard du sous-traitant, elle espère bien, si l'entrepreneur principal fait faillite, être subrogé dans les droits dans l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage. Eh bien, on avait une clause qui disait si le maître de l'ouvrage tombe en liquidation judiciaire, mon cautionnement ne vaut plus, c'est une cause de déchéance. La Cour de cassation a dit ces clauses, elles sont nulles parce qu'il y a un ordre public qui prescrit une garantie obligatoire. Donc là, c'est une toile de fond qui n'est pas très favorable dans le secteur protégé à ce type de clause. Et c'est un terrain glissant. Deuxième remarque générale, en raison de l'originalité de la conclusion de la GFA. C'est que quand on enseigne le cautionnement à des étudiants à l'université, on leur dit le cautionnement, c'est un contrat qui est conclu entre le créancier et la caution. Or ici, la GFA, elle est conclue entre le débiteur principal et la caution. Et pourtant, elle fait naître des droits au profit d'un tiers. Alors on se raccroche aux branches en disant il y a une stipulation pour autrui qui fait que l'acquéreur est tout de même créancier au titre d'un contrat auquel il n'a pas consenti. Mais cette structuration un peu originale dans la formation de la GFA va quand même poser des difficultés lorsque des limitations sont apportées, des causes de déchéance sont apportées par le garant. Parce que l'acquéreur dira mais attendez, la convention que vous avez conclue avec le promoteur, c'est une chose. Moi, j'ai une stipulation pour autrui qui me rend créancier
contre vous au titre de votre engagement, ces limitations me sont pas opposables. À plus forte raison parce que la pratique, elle est plutôt, alors en tout cas avec des acquéreurs particuliers, dans le secteur libre c'est peut-être différent, mais la pratique elle est plutôt de dire que on va pas communiquer la GFA aux acquéreurs du programme, on leur communique une attestation qui reprend les grandes lignes de l'engagement, mais on n'a pas toutes les clauses, tout le détail de la documentation contractuelle. Donc à l'évidence, des comportements qui seraient imposés à l'acheteur ou au promoteur, mais dont l'acheteur n'avait pas été avisé d'emblée, c'est peut-être pas des choses qu'on pourra lui opposer ensuite. D'où peut-être d'ailleurs l'idée suggérée par Gwenaëlle Durand-Pasquier de faire des attestations peut-être plus fournies, plus garnies, plus complètes. Alors en pratique, ce sujet, moi j'ai identifié deux séries peut-être de questions. D'un côté, des contraintes qui sont imposées à l'acheteur, à peine sait-on jamais, d'échéance de la garantie. De l'autre, des contraintes imposées au promoteur à peine de déchéance de la garantie. Je commence par les exigences faites à l'acheteur, alors dont évidemment il faudra qu'il soit avisé, soit parce qu'on les a répercutées dans la VFA, soit parce qu'elles figurent dans l'attestation qui lui est communiquée. Les exigences faites à l'acheteur, c'est souvent, d'après les modèles que j'ai pu voir, d'une part des règles de forme, ça mange pas de pain, mais on lui dit si tu veux appeler la GFA, il faut mettre d'abord en demeure le promoteur par lettre commandée, puis envoyer une copie de cette lettre en demeure au garant. Ma foi, ça me paraît pas une demande qui soit outrancière. Mais on ajoute, il faut que l'acheteur soit respectueux des obligations qui lui sont faites au terme de la VFA. Donc il faut qu'il soit à jour de ses paiements, ça paraît assez logique aussi, et qu'il ait réglé les sommes dues sur le compte centralisateur. Compte centralisateur, ça, les textes, c'est une invention des textes, mais qui a disparu des textes, mais qui existe toujours en pratique. Le garant de l'opération, qui est aussi souvent le banquier de l'opération, veut voir tous les flux financiers qui transitent sur ce compte. Alors, peut-être deux remarques sur cette pratique, parce que la question est de savoir si l'acheteur ne paye pas sur ce compte centralisateur. Parce que le promoteur lui dit « mais vous inquiétez pas, mais non, c'est plus commode, payez-moi sur ce compte, ou vous faites-moi un chèque et puis je me débrouille, etc. etc. » Bon, alors qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas? Est-ce que vraiment il y a une déchéance? Il y a un arrêt de la Cour de cassation qui résonne différemment, qui dit « qui paie mal paie deux fois ». Alors l'adage ne sert pas à ça normalement. Qui paie mal paie deux fois, c'est quand le débiteur se trompe de créancier. Là, on ne se trompe pas de créancier, on paye le bon créancier, mais pas sur le bon compte. Peu importe, c'est le raisonnement qu'a adopté la Cour de cassation. Dans les modèles de GFA que j'ai pu voir, on reprend cette sanction. On ne prétend pas dire que le paiement sur un autre compte que le compte centralisateur, ça créerait une déchéance de la garantie, mais en tout cas, ce serait une cause de non-libération, on va dire, de l'acheteur. La deuxième remarque, là, c'est tiré d'un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, rendu il y a quelques semaines. Souvent, on disait, mais ce compte centralisateur, c'est tout à la faveur du garant qui, ainsi, peut vérifier les flux financiers. Alors, dans cet arrêt, on vous dit, vous avez demandé un compte centralisateur, c'est votre droit, mais il en résulte pour vous des devoirs, et notamment un devoir de vigilance. Et dans cet arrêt, on se rend compte qu'il y avait des rentrées d'argent, pas de problème sur le compte centralisateur, mais qu'on ne payait pas les entreprises. On faisait d'énormes virements à tout un tas d'opérateurs apparentés aux promoteurs, mais l'argent, il n'allait pas alimenter les entreprises. La Cour de cassation, enfin pas la Cour de cassation, on verra bien ce qu'elle dit, mais la Cour d'appel estime qu'on a demandé un compte centralisateur, il en résulte un devoir de vigilance, un peu comme pour l'arrêt de chantier, la péremption du permis de construire, un devoir de vigilance imposé au promoteur de ce chef-là, première fois que je lis au banquier, excusez-moi, une vigilance imposée au banquier de ce chef-là. Première fois que je vois écrit une telle chose, c'est une affaire à suivre. Le deuxième sujet, c'est des contraintes imposées aux vendeurs. Alors, deux exemples à vous donner. Le premier, on dit aux vendeurs, tu seras obligé, alors là je vous cite une clause que j'ai vue récemment, article de la GFA, on dit ça s'appelle caducité de la garantie, dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la présente garantie, le promoteur devra avoir signé avec le premier acquéreur un acte de VFA, ou bien à tout le moins avoir notifié un projet d'acte de VFA R261-30, et à peine de caducité pour le coup. Bon. Deuxième exemple, je vais vous dire ce que j'en pense après. Deuxième exemple, on dit dans la GFA, le promoteur devra rigoureusement respecter la grille des prix qui a été arrêtée. Les échéanciers légaux, il ne pourra pas faire de remise à tel ou tel acheteur, il ne pourra pas faire de crédit à tel ou tel acheteur en différant les paiements. La question, elle est la même dans les deux cas. Si on ne se comporte pas comme c'est prévu dans la GFA, si le promoteur signe la première VFA plus de 3 mois après la délivrance de la GFA, ou si le promoteur respecte
pas la grille des prix. Est-ce qu'il y a une caducité de la garantie? J'en sais rien. J'ai cherché, j'ai regardé dans les décisions. Vous avez une idée? On va en parler après. Je sais pas. Dans le secteur protégé, ça me paraîtrait un peu raide. Ça me paraîtrait un peu raide qu'on en tire une cause de déchéance de la garantie. Dans le secteur libre, sait-on jamais. Le conseil qu'on peut donner, c'est que comme le notaire est capable, non, je ne vais pas me faire des amis ici, parce que vous vérifiez suffisamment de choses comme ça, mais comme le notaire est capable de vérifier au moins les deux exigences dont je viens de parler, la date de la signature de la première VFA, le respect de la grille des prix, je serai notaire, je me dirais que dans le doute de ce que jugera la Cour de cassation, je demanderai un avenant à la GFA si on est sur le point de signer une VFA qui ne respecte pas ces contraintes stipulées à peine d'échéance. Bon, mais c'est une affaire à suivre. Je termine, je suis trop long, sur les effets de la GFA. Est-ce que j'ai le temps d'en parler ? Non, parce que je vois qu'il est l'heure de déjeuner. Sur les effets de la GFA, je me contente de deux questions. L'une sur les obligations du garant, l'autre sur les droits du garant. Les obligations du garant, pour commencer, ça c'est Olivier Arnberger en a parlé, je ne vais pas être très long. En matière de VFA, le garant, c'est très connu, il garantit pas une conformité contractuelle. Il garantit pas le financement des travaux nécessaires à réaliser l'ouvrage qui a été promis contractuellement. Il garantit une conformité à la destination in abstracto du bien, en tout cas dans le secteur protégé. C'est ainsi que les choses sont libellées. C'est la combinaison des articles R261-21 et R261-23 qui disent tous les deux que la garantie financière d'achèvement, elle repose sur elle finance un achèvement au sens de R261-1, c'est-à-dire un bien habitable dans le secteur protégé. On garantit donc l'habitabilité. Et petite originalité par rapport à l'épure de ce qu'est un cautionnement, la dette de la caution ne se calque pas absolument sur la dette du débiteur principal, puisqu'elle est un tout petit peu en deçà de ce qu'est la dette du débiteur principal. Est-ce que c'est une injure faite à la théorie du cautionnement? Pas du tout. La caution, elle ne peut pas être engagée plus durement que le débiteur principal, elle peut être engagée moins durement que le débiteur principal. À nouveau, aucun problème là-dedans. Alors, simplement, ce particularisme de la garantie de financière d'achèvement en matière de VFA du secteur protégé. En tout cas, quelques observations très rapides. La première, c'est que il ne sera pas toujours facile de savoir où s'arrête l'habitabilité. Quand est-ce que le critère sera satisfait? Alors, j'ai souvenir d'une affaire en Corse où le promoteur vend des villas avec piscine en Corse avec un garant, et le garant dit: moi je finance la maison mais pas l'extérieur, pas la terrasse et pas la piscine. Alors l'avocat de l'acheteur disait: mais en Corse l'habitabilité implique d'avoir une piscine. Sinon c'est pas une villa en Corse. Bon, et aujourd'hui on pourrait acclimater ça aux nouveautés qui émergent en droit de la construction. Mais par exemple, sur les centrales photovoltaïques, enfin les appareillages de production d'électricité en toiture, est-ce que c'est nécessaire à l'habitabilité? Est-ce que le garant, il peut dire: moi je finance pas ça, en plus c'est très compliqué, il y a une obligation de résultat, il faut que ça fonctionne, ça va me coûter horriblement cher? Peut-être tout dépend de la destination de l'électricité produite. Si ça alimente l'immeuble lui-même, c'est nécessaire à l'habitabilité. Si au contraire c'est de l'électricité qu'on va vendre, c'est peut-être pas dans le champ de la GFA. Deuxième remarque, évidemment la loi nous dit qu'on garantit l'achèvement au sens objectif du terme, si j'ose dire, mais on peut moduler les choses contractuellement. Alors dans le secteur libre, on fait ce qu'on veut, ça peut être moins, ça peut être plus, ça peut tout à fait être moins si on est en pleine confiance, parce que le promoteur est au-dessus de tout soupçon, comme tous ceux chez qui vous avez pu travailler, Mabod, et donc là on peut se dire: ça nous coûterait trop cher d'avoir une GFA lourde, on va dire, avec beaucoup d'engagement. On va faire une GFA light, parce que de toute façon c'est vraiment un filet de sécurité, elle ne nous sert pas à grand chose. Dans le secteur protégé, au contraire, évidemment, alors est-ce qu'on peut déroger au secteur protégé? Oui, mais in favorem, c'est-à-dire en faveur de l'acheteur. Donc on peut hausser le niveau d'exigence, on peut pas à l'évidence le diminuer. On peut le hausser notamment en doublant la GFA d'une GFR pour le cas de caducité du permis. Ça me paraît une pratique qui mériterait d'être généralisée. Troisième observation, ça c'est un sujet plus difficile. Que se passe-t-il si, mais là je reprends l'expression de Gwenaëlle Durand-Pasquier, la charnière, si finalement le contrat de VFA évolue parce que des avenants y sont apportés, est-ce que le projet est modifié? Soit parce que l'acheteur
change d'avis, c'est les TMA, les fameux TMA, il veut de nouveaux travaux, soit parce que le promoteur, il n'arrive pas à vendre les T5, les T6 du dernier étage et qu'il veut les découper en plusieurs petits studios qui seront plus faciles à vendre. Ici, ça c'est embarrassant parce que le garant, lui, il s'est engagé sur un projet. Si le projet change en cours de route, alors en droit du cautionnement, on n'a aucun problème à régler ça pour un cautionnement ordinaire qui garantit une dette de somme d'argent. Je garantis une ouverture de crédit d'1 million d'euros. Si l'ouverture de crédit est passée plus tard à 1,5 million d'euros, je suis toujours tenu qu'à garantir 1 million d'euros. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, si on applique ce principe en matière de GFA, c'est plus compliqué de dire que le garant va être uniquement tenu à hauteur de ce qui était prévu au départ. C'est assez compliqué à mettre en musique. On peut hésiter entre deux sanctions. Là, on pourrait dire vous avez changé le programme, je suis plus tenu à rien du tout. Ça me paraît tout à fait excessif. Mais on peut dire vous avez changé le programme d'une manière qui n'était pas prévue. Vous n'avez pas demandé mon avis, alors que d'ailleurs dans les GFA on le dit. Si vous changez le programme, s'il y a un PCM, s'il y a des TMA, vous nous le demandez, on vous donnera un accord ou un désaccord. On l'a pas fait, moi je reste tenu dans la limite de mon engagement initial. Il y a d'ailleurs des exemples en matière de garantie obligatoire, en matière de sous-traitance, la caution du sous-traitant. Si on demande des travaux supplémentaires au sous-traitant, la caution n'est pas tenue de couvrir le paiement de ces travaux supplémentaires, etc. Il y a des aliments pour considérer que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Maintenant, est-ce que c'est commode de raisonner comme ça? Quand les travaux supplémentaires, c'est de faire 2 appartements de plus, aucun problème. Juste le garant ne garantira pas les 2 appartements de plus par rapport à ce qui était prévu au départ. Quand maintenant les nouveaux travaux sont indivisibles du projet initial, et c'est là où c'est plus compliqué à articuler, est-ce qu'il faut faire une règle de 3, essayer de chiffrer, de comparer ce qu'aurait été le coût initial par rapport au nouveau coût. Et bon, c'est pas très simple à mettre en musique. En tout cas, je crois pas à l'idée qu'il y aurait une déchéance de ce chef-là. Puis il y avait une 4e remarque, mais Olivier de Berger en a parlé. Qu'est-ce qu'on fait quand dans le même immeuble on commercialise des appartements en vire et qu'on fait de la VFA parce qu'on surélève et on crée de nouveaux appartements. Mais ça, j'admets que j'avais jamais fait attention à ça. J'avais noté que en matière de vire, il y avait une GFA. Que ça pouvait être qu'un cautionnement solidaire et qu'il n'y avait pas de GFR, mais je croyais que ce cautionnement solidaire, il fonctionnait comme dans la VFA. Et alors, en reprenant les textes, en préparant l'intervention, pas du tout, puisqu'on vous dit, alors c'est 2 mots, mais qui font toute la différence, on vous dit que dans la VIR, le garant doit payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, pas prévu à l'article R200, c'est-à-dire l'habitabilité. Il doit financer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat. C'est la conformité contractuelle qui est garantie dans la VIR. Ça va bien au-delà. D'où la question d'Olivier de Berger. Mais si on a un même garant pour un même immeuble avec des acheteurs en VIR, des acheteurs en VFA, qu'est-ce qu'on fait? Alors, 2 solutions. Soit on fait 2 contrats et tant pis, il y aura 2 vitesses, des gens mieux protégés que d'autres. Soit on dit qu'on fait un nivellement par le haut et tout le monde est logé à la même enseigne, la clause de l'acquéreur le plus favorisé, si j'ose dire, et on admet de faire une garantie, financer la conformité contractuelle pour tout le monde. Je termine, c'est mon dernier mot, sur, après les obligations du garant, les droits du garant. Le garant, une fois qu'il intervient, il a des droits. Alors, un droit élémentaire, ça c'est le droit du cautionnement, il peut se retourner contre le débiteur principal. Il ira ferrailler avec la procédure collective. Dans la liquidation judiciaire du promoteur, il déclarera sa créance, il fera jouer les sûretés qu'il a éventuellement prises pour garantir son recours. Ça, c'est entendu. Il y a eu de tristes épisodes en jurisprudence. C'est réglé par la loi désormais. Il y a un recours. Ça fait pas de doute. Maintenant, il y a un deuxième droit pour lui. C'est le droit d'être payé du solde du prix, c'est-à-dire que, et là ça avait été une passe d'armes assez violente entre les garants d'un côté, les mandataires judiciaires de l'autre dans les procédures collectives, on disait mais finalement cet argent-là, l'argent qui reste à percevoir dans le programme, c'est de l'argent qui doit tomber dans les caisses de la procédure collective du liquidateur. Le garant vivait ça assez mal en disant c'est moi qui termine le travail, j'ai même pas le droit d'encaisser le solde. La Cour de cassation avait arbitré en faveur des garants, c'est eux qui ont vocation à encaisser le solde, et désormais la solution est écrite noir sur blanc dans la loi, dans l'article L261-10-1. Une question simplement, mais on va en discuter. Combien il peut demander aux acheteurs? Alors le solde, ce qui reste dû, c'est ce que dit la loi. Mais
Mais s'il garantit pas une conformité contractuelle, s'il garantit qu'une conformité à l'habitabilité, à la destination, c'est-à-dire qu'il finance pas la piscine, il finance pas les panneaux photovoltaïques sur le toit, ce serait un peu raide de demander aux acheteurs de payer 100% de ce qu'ils doivent ou 95%, alors qu'ils vont pas avoir la totalité de ce qui leur est promis. Il y a 2 arrêts de la Cour de cassation qui ne traitaient pas directement de ce point, mais dont la motivation est intéressante. Alors le premier, je vais vous en donner les références, 15 septembre 2016, c'est la 3e chambre civile, où là on disait le garant n'a de créance sur le prix de vente encore détenu par les acquéreurs qu'après avoir exécuté et payé les ouvrages nécessaires à l'achèvement. Là on semblait comprendre qu'il bénéficiait de la totalité de la créance, la totalité de ce qui était dû par les acheteurs. Mais bon, alors moi j'ai un test quand j'ai des propositions un peu baroques, vous l'exposez à des étudiants et ils comprennent pas. Ils vous disent mais c'est pas juste. L'acheteur lui il paye 100% du prix alors qu'il n'a pas la totalité de ce qui lui était promis. Alors nouvel arrêt 11 mai 2023 publié au bulletin 3e chambre civile. La Cour de cassation, alors motivation enrichie. Là maintenant on s'explique beaucoup sur la solution. Elle dit que le garant est seul fondé à exiger de l'acquéreur le solde du paiement du prix, ça on le savait. Mais elle dit, deuxièmement, que la créance du garant sur le prix de vente encore détenu par les acquéreurs, étant la contrepartie de la mise en œuvre de la garantie, elle est limitée à la part du prix correspondant aux ouvrages financés par le garant. Et c'est le garant qui doit prouver ce qu'il a effectivement réalisé. Moi, ça me paraît être le bon sens. Qui commande cette solution, ça ne fait pas les affaires des garants, mais ça me paraît être la logique synalagmatique de la VEFA. L'acheteur, on ne peut pas lui demander le paiement de somme correspondant à des travaux qui ne seront finalement pas faits. Merci beaucoup. Pardon d'avoir été trop long. Finalement, on est en retard, mais dans des limites habituelles, donc c'est pas si grave. J'avais juste une remarque, 2 remarques. Premièrement, je pense que la GFA a une double GFA, secteur protégé, et surtout vis-à-vis des accédants, des personnes physiques qui achètent. Pour eux, c'est une assurance, c'est-à-dire ils vont pas faire une analyse d'acte de cautionnement, et pour eux, ils ont une assurance dans le sens où si le promoteur déposait le bilan, disparaissait, pas déposer le bilan, disparaissait, était défaillant, il y a quelqu'un qui va payer. C'est pour ça que votre exemple de 2 maisons qui ne seraient pas dans la GFA, à mon avis, n'existe pas, puisque la GFA sera obligée, enfin, si on a donné la garantie à des acquéreurs et on est obligé, parce que le notaire ne pourrait pas passer l'acte s'il n'a pas la garantie, le garant couvrira, peu importe les relations entre le promoteur et le garant. Et puis deuxième chose que je vais vous dire, c'est que autre exemple de gens qui peuvent tirer sur une GFA alors qu'ils ne sont pas partis à la GFA, c'est lorsqu'on fait des opérations complexes avec des volumes. Il y a 3 volumes mélangés et on dit que chaque volumier peut tirer sur la garantie qui est donnée à l'autre parce que sinon son ouvrage ne peut pas être terminé. Donc voilà les 2 exemples. C'est pas la même GFA pour tous. Parce que ce sont des ouvrages complètement différents avec des définitions d'achèvement complètement différentes et que c'est même pas sûr que ça soit le même banquier. C'est même pas sûr que ça soit le même banquier parce que chaque volume peut être fait un par un tel, l'autre. Enfin, j'ai des exemples très précis. Il y a Monsieur Ducatel. Je vous présente parce on a fait connaissance à la Poste. Votre métier, c'est celui d'être un mandataire ad hoc désigné sur requête. Oui, j'ai commencé ma carrière comme avocat et après j'ai été promoteur. J'ai été promoteur comme vous et j'ai jamais fait appel à la garantie. Vous voyez, pendant 10 ans. Mais parce que j'avais fait ce métier-là avant, les banquiers sont venus me chercher il y a 20 ans et je me suis spécialisé dans la garantie. Et c'est vrai que la garantie, c'est absolument passionnant, puisque j'ai découvert que construire un immeuble, c'est une chose, reprendre un immeuble construit par une autre, croyez-moi, c'est une autre paire de manches, quoi. Alors, une remarque pour vous, monsieur, sur la préfa, vous avez raison, ça devient extrêmement important actuellement. Il faut, parce qu'on a eu, nous, des gros dossiers en préfa. Et ce qui est important, c'est l'intervention du maître d'œuvre d'exécution. Le MOE, sur un chantier, doit faire des attestations d'avancement et de conformité des travaux. Et je pense qu'il faudrait creuser cette piste-là et faire en sorte que, dans une opération en préfa, les attestations des maîtres d'œuvre soient beaucoup plus élaborées pour permettre de répondre en partie à la sécurité. Parce que ça, c'est le rôle des maîtres d'œuvre. La seule difficulté, c'est quand le maître d'œuvre est une filiale du promoteur. Alors là, évidemment, on rencontre des fois des problèmes aussi en cas de dépôt de bilan du groupe, quoi. Mais je pense qu'il faut insister et revenir sans arrêt sur l'importance du maître d'œuvre d'exécution.
il y a aussi le bureau de contrôle. Mais le bureau de contrôle, c'est différent, puisque lui, il va valider la conformité des matériaux et des techniques mises en œuvre. Mais c'est pas neutre quand même, parce que s'il a cette mission, ça aussi, ça contribue à la sécurisation de l'opération. Donc c'est pour ça que je voulais revenir. Vous avez raison, parce qu'on rencontre de plus en plus, notamment sur un groupe de CCMI très important au niveau national, on a été amené à intervenir, et de reprendre des chantiers avec des préfabrications en usine, on ne retrouve pas sur place pour permettre d'achever. Et là, je ferai une autre suggestion, c'est, notamment il y a les deux, c'est le hors d'eau hors d'air. C'est-à-dire d'admettre la préfabrication jusqu'au hors d'eau hors d'air. Parce que ça, c'est un point clé d'un chantier, le hors d'eau hors d'air. Et après, on peut passer effectivement avec des artisans locaux. Donc, vous voyez, là, il y aurait certainement une réflexion à avoir en commun. Je voudrais vous dire, monsieur, un point important. Vous avez évoqué la garantie de remboursement. Dans les ateliers de formation qu'on fait auprès des garants, on insiste sur l'importance de la garantie de remboursement, qui vient en substitution de la garantie d'achèvement. Parce que la plupart du temps, aujourd'hui, on le sait bien, il y a une recrudescence de mise en œuvre des garanties, et on a un certain nombre de chantiers où aujourd'hui, les acquéreurs nous demandent le remboursement, sauf qu'il n'y a pas de garantie de remboursement. Il n'y en a pas de prévu. Donc on est sur un terrain transactionnel, avec tout ce que ça implique, Puisque alors là, c'est pas du tout la garantie légale telle qu'elle est définie, avec la résolution amiable ou judiciaire de la vente préalablement, qui ne peut pas être imposée au garant, et le garant ne rembourse que les acomptes versés. C'est cadré au niveau légal. Mais au niveau qui n'est pas légal, ça ne l'est pas du tout. Et aujourd'hui, sur le terrain, on a au moins 6 chantiers où les acquéreurs demandent à être remboursés. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve au début. Soit on se trouve au début de l'opération, on n'a qu'un trou. Et évidemment, à ce stade-là, la plupart du temps, ils préfèrent être remboursés. Ou alors, on va être amené à démolir. Parce qu'aujourd'hui, sur le nombre de mandats qu'on a, on a au moins 6 ou 7 chantiers, on va être amené à démolir. Parce que ça a été fait par des sagouins qui ont fait n'importe quoi, et on va être obligé de démolir, On ne peut pas. Il ne faut pas oublier que nous, on reprend la responsabilité. On reprend la responsabilité de l'ouvrage. On a une responsabilité, de par la loi, de constructeur. On a une décennale de constructeurs. On se substitue à la maîtrise d'ouvrage d'origine. Donc on ne va pas faire n'importe quoi. Donc on est obligé de livrer un ouvrage pérenne. Et on croise les doigts, on n'a pour ainsi dire pas de sinistre depuis qu'on fait ça. Mais tout ce temps-là, vous avez les acquéreurs derrière qui forcément klaxonnent, parce qu'ils payent des intérêts à la banque, ils payent des loyers, et tout ce temps-là, ils n'ont pas leur logement. Et nous, on est obligé d'auditer partout, de passer au ferroscan des immeubles. On a eu un immeuble en région parisienne, dans des immeubles à 12 000 € le mètre, où tous les balcons risquaient de s'effondrer, alors qu'on était rendu au niveau des cloisons. On en a eu pour 2,5 millions de travaux, on est obligé de tout casser à l'intérieur. Et ça a duré 2 ans de plus pour les acquéreurs. Et comment pouvait-on faire autrement ? Vous voyez, il faut comprendre que la reprise d'un chantier, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, Parce qu'on a cette responsabilité fondamentale de livrer un immeuble pérenne, dans lequel il n'y a pas de difficulté. Et quel est, j'allais dire, notre adversaire, entre guillemets, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, c'est les assureurs dommages ouvrages. Parce que, alors là, je peux vous dire, c'est la galère. Ça, c'est la galère. Parce que autant la DO, elle est relativement bien organisée après réception, mais quand on est avant réception, alors là, je peux vous assurer que là, on s'amuse. Parce que maintenant, ils vous demandent que les marchés soient résiliés, donc on est obligé de passer par le mandataire judiciaire, sinon ils n'interviennent pas. Et après, on a des résultats, mais invraisemblables, où on a des sinistres de plusieurs... les derniers en date, on était 1,4 million, 1,7 million, on nous propose 200 000 €, et encore, ils sont contents, Que voulez-vous qu'on fasse avec ça ? Donc on est amené à demander au garant de préfinancer, on ne peut pas faire autrement, le garant préfinance pour le compte de qui il appartiendra, mais des fois, on est obligé d'aller en judiciaire. On ne peut pas faire autrement. On est obligé d'aller en judiciaire parce qu'on va reprendre un support. On va reprendre un support, aussi bien nous, maîtres d'ouvrage, que la maîtrise d'œuvre, que les entreprises. Toute l'équipe technique qu'on va mettre en place va être soumise à la reprise d'un support. Et des fois, on a besoin d'un constat officiel d'un existant. Vous voyez un peu toutes les problématiques auxquelles on est affronté, Et ça, et la DO, pour nous, mais c'est la galère aujourd'hui de ne pas réussir à trouver des possibilités de négociation qui éviteraient d'aller en judiciaire. Et il y a une garantie qui a sauté,
parce que le programme avait été tellement modifié à l'insu du garant, on a failli déclencher une guerre de 100 ans, parce que c'est des Anglais qui avaient acheté, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et on a fait sauter, la garantie a sauté, quoi. Non, mais c'est sûr que si la VFA porte sur un entrepôt et qu'on fait un logement social, je comprends que les garants disent « j'y vais pas du tout, là. J'y vais pas du tout. » Mais là, c'était pas une problématique de permis. Bon, maintenant, on n'utilise plus la jurisprudence des glaciers, qui est terminée, on n'en parle plus, mais il n'empêche pas moins qu'il y a quand même des cas où... Et il y a eu un autre cas où on a parlé tout à l'heure, où il y avait eu une modification de la grille des appels de fonds à l'insu du garant. C'était du préfabriqué, d'ailleurs. Et la garantie a sauté, pour Dole. Parce qu'il y avait eu un arrangement entre le notaire, le constructeur et le bailleur social. Et la garantie a sauté, quoi. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à... merci aux intervenants. Merci beaucoup pour toute cette conférence.